Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste d'investigation marseillais, Jean-Michel Verne publie régulièrement des livres enquêtes ayant pour cadre la Corse et la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Marseille à Nice en passant par Toulon. Un vaste territoire, historiquement gangréné par les rapports ambigus qu'entretiennent certains élus avec le clientélisme et le grand banditisme dont l'épicentre est Marseille. Dans cet entretien, Jean-Michel Verne revient sur 30 années de journalisme d'investigation. Il nous parle notamment de sa méthode de travail, des pressions qu'il subit parfois, des manipulations dont il lui arrive d'être l'objet, et de son dernier ouvrage, Les Nouveaux Mystères de Marseille, qui nous présente les coulisses de la politique locale où suintent clientélisme, trahison, corruption et autres trafics. Eh bien, je m'appelle Jean-Michel Verne, je suis journaliste d'investigation, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier s'appelle Les Nouveaux Mystères de Marseille, également d'un ouvrage qui a eu un gros impact, qui s'appelle Juge en Corse, qui m'a amené à devenir formateur à l'École nationale de la magistrature. J'ai une expérience, de terrain, à la fois de terrain et d'analyse de documents sur des affaires sensibles, un savoir-faire, je dirais, qui s'est construit au fil de mon parcours journalistique. Jean-Michel Verne, qu'est-ce que le journalisme d'investigation et en quoi se distingue-t-il du journalisme, disons, quotidien ? Il ne se distingue pas, en fait. En fait, tout journaliste devrait être journaliste d'investigation. Malheureusement, il y a le grand ennemi du journalisme, c'est la communication. Et beaucoup trop de journalistes, en fait, font non pas du journalisme, mais de la communication, c'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir tel partenaire qui vienne leur proposer en quelque sorte le plat qu'on va mettre au four. Et alors que le journalisme d'investigation, c'est au contraire construire l'information à partir des faits et de l'analyse des faits. Et ça réclame un effort. Aujourd'hui, malheureusement, trop de journalistes ne font pas assez d'efforts. À quoi peut être due cette absence d'effort de la nouvelle génération de journalistes ? Est-ce exclusivement de leurs faits ? Non, ça vient aussi des employeurs de la presse. Malheureusement, aujourd'hui, on se trouve confronté à des gens qui très souvent montent par exemple des sites internet qui sont en fait des sphères d'influence. Ils jouent les influenceurs et donc ils décident de faire de l'info à vil prix. Et c'est ça le problème, on se donne peu de moyens et on prend de jeunes journalistes qu'on met derrière un téléphone pour faire des articles. Et très souvent, malheureusement, ces articles sont vides de contenu. À quel moment avez-vous décidé de vous consacrer au journalisme d'investigation ? Quel événement a été le facteur déclenchant ? C'est un peu le fruit du hasard aussi, parce que dès mon entrée en journalisme, j'ai eu la chance de m'occuper d'un secteur extrêmement sensible, qui est celui des faits divers et du judiciaire. Normalement, c'est un secteur qu'on prend en main après plusieurs années d'expérience. Et là, je dirais que tout de suite, j'ai été dans le bain et un de mes premiers articles, ça a été de suivre le procès des assassins du juge Michel, par exemple. Donc de suite, ça vous porte. Et puis ensuite, j'étais dans une ville très particulière qui s'appelle Marseille. Et donc forcément, on a envie d'aller explorer la partie obscure de la force. Comment procédez-vous pour réaliser des enquêtes qui mettent régulièrement en cause des personnalités politiques, des acteurs influents du monde économique et des gens du milieu ? En fait, c'est trouver les bons interlocuteurs et surtout les bons sujets. Il faut sentir les sujets. On sent une affaire qui paraît intéressante, mais ça, c'est l'expérience qui nous apporte ça. Et puis, il y a un autre facteur dont on parle peu, c'est la chance. Pierre Lazareff disait qu'un journaliste qui n'a pas de chance, c'est une faute professionnelle. Et c'est vrai que très souvent, on s'aperçoit que s'intéressant à un sujet, s'impliquant dans ce sujet à fond, il va arriver quelque chose qui va venir vous aider dans la démarche, dans votre travail. Et c'est vrai que quelquefois, il y a, je dirais, un alignement des planètes dans certaines affaires qui font que les événements sont là pour pousser l'affaire vers le haut
Il y a un contexte politique, il y a un contexte social, il y a un contexte économique, il y a un contexte judiciaire. Voilà, il y a des paramètres comme ça qui font que d'un coup, une affaire est surmédiatisée ou sous-médiatisée au contraire. Et quelquefois, on est déçu aussi. Il y a aussi des déceptions dans ce genre d'investigation. On a travaillé pendant des mois sur une affaire et puis on s'aperçoit que ça n'avance pas et que surtout, ce n'est pas relayé par d'autres médias. C'est important que son travail soit relayé. Comment réagissent les témoins lorsque vous enquêtez sur des sujets très sensibles, comme par exemple pour l'enquête Résister en Corse ? Pour comprendre Résister en Corse, il faut revenir à Juge en Corse. Parce que c'est l'apparition en 2019 de Juge en Corse où pour la première fois des magistrats abordaient des affaires sensibles et leur vécu en Corse qui a généré la création de 2 collectifs anti-mafia. C'est un livre qui a eu énormément d'impact. Ceci s'ajoute à l'assassinat d'un militant qui s'appelle Massimo Susini à Cargèse. Mais voilà, Juge en Corse, c'est un élément fondateur. Du coup, Résister en Corse, qui intervient justement après la création de ces collectifs, c'était naturel. Mais ceci dit, dans Résister en Corse, ça a été extrêmement difficile parce qu'il y a des gens qui avaient accepté de témoigner et qui, au dernier moment, sont revenus sur leur décision, notamment l'un qui m'a dit « Je suis désolé, mais j'ai été menacé. » Donc ma famille m'a dit « Non, tu ne peux pas témoigner. » Et donc voilà, et d'autres pour d'autres raisons. Qui d'un coup, voilà, parce qu'il y a des courants de pensée assez divers en Corse, il y a beaucoup de suspicions. C'est une île qui fonctionne beaucoup sur la peur et la suspicion. Et donc, d'autres se sont aussi mis de côté au dernier moment. Et heureusement que comme un entraîneur de football, j'avais prévu la présence de remplaçants. Vous a-t-on déjà conseillé de ne pas toucher à certains sujets ? Vous êtes-vous déjà senti en danger ? C'est pas aussi clair, mais on reçoit quelques messages. Et on sent que très souvent, on est sur une matière sensible et qu'on a dérangé. Et c'est vrai que très souvent aujourd'hui, les messages passent par certains avocats, par exemple, qui deviennent on va dire, des porteurs de valises de la mafia. C'est plus trop des avocats, voilà, notamment en Corse. On a certains, je ne fais pas d'amalgame du tout, mais certains avocats sont des petits mafieux, disons-le. Parvenez-vous à éviter d'être l'objet de manipulation ? Ça, de toute façon, quand quelqu'un vient vous apporter des informations, il y a toujours une arrière-pensée. Il ne faut pas être naïf. Et donc, c'est clair que notre travail peut être utilisé par les uns pour régler certains comptes, pour faire avancer certaines affaires, pour vous embarquer aussi sur des pistes parfois assez hasardeuses. Donc c'est là où il faut conserver la tête froide. C'est vrai que moi, il y a quelques années, j'avais été l'objet de... Justement, j'avais été au cœur d'une affaire extrêmement sensible. On m'a beaucoup accusé d'avoir été manipulé. Je veux dire, le journaliste est toujours manipulé. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et en tout cas, il est clair que ce qui est important, c'est ce qu'on peut révéler et surtout remettre en cause. Notre travail, c'est quand même, c'est pas de couvrir la vérité officielle. Notre travail, s'il y a des éléments qui le démontrent, d'aller vers quelque chose qui nous rapproche de la vérité. Attention, on n'est pas non plus porteur de la vérité vraie. Attention, il faut garder toujours une distance par rapport à ce qu'on fait et par rapport à son travail aussi. Vous publiez courant mai un ouvrage intitulé « Les nouveaux mystères de Marseille », qui est une vaste enquête sur cette ville portuaire, historiquement gangrénée par d'innombrables trafics, arrangements politiques, clientélisme, règlements de comptes et trahisons. Comment s'est déroulée cette longue enquête sur Marseille, votre ville ? Ah non, c'est pas du tout facile parce qu'on peut être amené justement à se retrouver en opposition avec des gens qu'on connaît, avec qui on est en proximité. C'est le terme de la proximité et c'est un vrai souci. Encore, c'est un souci pour les journalistes. Alors là, ils sont en hyper proximité à Marseille. Aussi, mais moins quand même. Mais c'est vrai que on est forcément à un moment ou à un autre amené à être en porte-à-faux. Un avocat m'a dit un jour, on n'est jamais ami avec un journaliste. Parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'il fasse son travail. Comment pensez-vous que votre livre sera accueilli par tous ceux que vous pointez du doigt ? Ce que je redoute, c'est une forme d'omerta.
Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut se produire. Mais en même temps, je pense qu'il est tellement... c'est un ouvrage qui résume aussi tellement la ville de Marseille, à un moment où on a besoin un peu aussi de faire le bilan, notamment des années Gaudin, des années de fer, hein, où va la ville. Donc je pense qu'on va avoir un double mouvement. À la fois, on va essayer peut-être d'en parler et en même temps, tout le monde va en parler. C'est ça qui va se produire et ça va être intéressant de suivre justement l'évolution de cet ouvrage qui résume 30 ans de travail à Marseille, hein, et 30 ans d'affaires sensibles. On parle de l'assassinat du juge Michel, on parle de la guerre des cliniques, on parle des trafics de drogue dans les quartiers nord. J'ai fait un gros travail par rapport à ça, notamment sur le back-office, je dirais, du trafic de cam à Marseille et en France. Voilà, je pense qu'il y a quand même il y a des documents qui sont publiés, il y a tout un travail. Ça a été un énorme travail, ce livre, parce qu'il fallait résumer en 250 pages 30 ans de travail. D'ailleurs, pourquoi ce titre, Les Nouveaux Mystères de Marseille ? Parce que évidemment, je me suis référé à mes pères et inspirateurs, hein, qui sont Jean-Marie Ponto et Jacques de Rogy. Et ils avaient publié dans les années 80 un livre qui s'appelait Enquête sur les mystères de Marseille. Et donc, les nouveaux mystères de Marseille, ça me semblait à la fois un clin d'œil et un prolongement de leur travail. En fait, il y a deux ouvrages qui me semblent très importants. C'est celui-là et Enquête sur les ripoux de la côte aussi, qu'ils ont publié plus tard, qui là dépasse Marseille, puisqu'on parle de Toulon et de Nice. Mais moi, ça a beaucoup inspiré mon travail ces 30 dernières années. Emmanuel Macron s'intéresse particulièrement à Marseille et vous en parlez également dans votre enquête. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'origine de la relation entre le président de la République et la cité phocéenne ? Alors, il y a évidemment ce qu'on raconte, cette rencontre avec Sabrina Roubache, hein, productrice venue des quartiers sensibles, qui s'est fabriqué une histoire un peu singulière, qui est un personnage sympathique au demeurant. Et donc, cette relation entre Sabrina Roubache et le couple Macron, hein, et Brigitte Macron, c'est un peu la clé, effectivement, de cette appétence pour Marseille. Mais il faut reconnaître également que Macron, avant de rencontrer Sabrina Roubache, avait une appétence pour Marseille. Et il a compris que c'était un territoire qui était défragmenté, qui avait été mal géré et qui avait une forte potentialité. Et donc là, une forte potentialité économique, notamment cette position de porte sur l'Orient, l'Afrique, et puis potentialité politique de fédérer au-delà de Marseille, Toulon, Nice, le Sud-Est, terre à prendre. Et c'est là où on s'aperçoit que Emmanuel Macron, qui n'a pas d'ancrage dans les territoires, va peut-être parvenir à créer un mouvement qui va s'ancrer dans ces territoires. C'est ça, je crois, l'enjeu des années à venir. Alors effectivement, aujourd'hui, je dirais, l'allié, peut-être moins allié qu'on le croyait, c'est-à-dire Édouard Philippe et le mouvement Horizon, s'implante, s'incruste et s'appuie sur ces élus locaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Emmanuel Macron, ça, et LREM, ça, c'est une vraie question. Vous parlez également de la nouvelle municipalité de Marseille et du jeu de chaises musicales entre la maire élue et son premier adjoint qui ont échangé leur fauteuil 6 mois après l'élection. Sommes-nous dans la continuité des petits et grands arrangements qui font de Marseille cette ville sans pareil ? Oui, un des intervenants à un moment me dit ce sont des clientélistes professionnels. Et c'est vrai que le clientélisme, c'est une culture qui est très ancrée à Marseille, pas qu'à Marseille d'ailleurs. C'est une tradition, on va dire, très méridionale, qu'on retrouve en Italie, notamment en Sicile. Hein. La mafia s'est appuyée beaucoup sur le clientélisme. Et aujourd'hui, à Marseille, on a ce background culturel qui fait qu'on arrive à monter quelques impostures, notamment celle-ci, c'est-à-dire de créer une liste
avec une tête de liste écologiste pour rassembler la gauche. Et après, on switch en quelque sorte. Hein. On enlève la tête de liste et puis on met le numéro 2 qui est au Parti Socialiste et qui n'a plus aucun poids électoral à Marseille. Donc il y a quelque chose qui relève d'un mépris de l'électeur. Ça a été assez mal vécu par un certain nombre de gens. Pas tellement par les gens de gauche, voilà, c'est une remarque. Hein. Vous revenez également sur les marchés publics marseillais qui ont alimenté durant des années des entreprises tenues par des personnes liées au grand banditisme. Est-ce une histoire vraiment ancienne ? On a un certain nombre de dossiers judiciaires qui ont été ouverts, mais qui ne sont pas refermés. Alors, c'est vrai qu'on a ciblé un certain nombre de figures historiques du milieu corso-marseillais reconvertis en chef d'entreprise, hein. Donc dans un certain nombre d'affaires. Après, c'est vrai qu'on sent quand même une pression judiciaire plus importante et je pense que ça va être beaucoup plus difficile, dans l'immédiat en tout cas, à ces gens-là de se glisser dans la noria et des marchés publics. Et c'est ça. Voilà, on peut dire qu'il y a une vigilance accrue de l'appareil judiciaire. Ceci dit, que va-t-il se passer dans les années à venir ? Vous savez, le milieu, la mafia, ça se cache pour se dissoudre dans le tissu socio-économique à long terme. On peut également s'inquiéter de l'avenir. Ceci dit, il y a eu quand même ces derniers mois la venue de l'Agence française anticorruption qui a quand même balayé un certain nombre de thématiques. Est-ce que les recommandations de l'Agence française anticorruption vont être prises en compte par la municipalité ? C'est à suivre. Voilà. Mais on peut dire que Marseille n'a pas totalement changé, loin s'en faut. En tout cas, sur les pratiques politiques, il y a une formidable continuité. Après, sur tout ce qui touche à, je dirais, à l'intégrité, à la corruption, à un certain nombre de domaines qui sont extrêmement sensibles, je crois qu'il va falloir suivre de très près l'évolution de la ville de Marseille. Ceci étant, force est de constater que Emmanuel Macron, s'il a apporté de nouveaux moyens pour le développement de la ville, a surtout mis à l'ordre du jour la mainmise de l'État tout de même sur la structure municipale, c'est-à-dire on peut constater une sorte de mise sous tutelle de la ville de Marseille aujourd'hui. Donc voilà, on peut être plutôt positif. Que faudrait-il changer pour que Marseille change ? Alors justement, c'est un peu je dirais la phrase que j'ai mis, la citation que j'ai mise en exergue, hein, tirée du Guépard. Hein, tout change pour que rien ne change, en gros. Hein, je résume un petit peu, mais c'est un peu ça. On a l'impression d'un mouvement perpétuel. Je crois que Marseille sera toujours Marseille. Le problème, c'est peut-être la montée des communautarismes, le cloisonnement, je dirais, de la ville. C'est une ville très étendue avec des zones de non-droit. Tout ça est extrêmement difficile à gérer. Mais là aussi, encore une fois, moi je renvoie au rôle de l'État. Si l'État reprend en main Marseille, il y a peut-être une chance que les choses évoluent favorablement. Quelle est la responsabilité des Marseillais dans la situation que connaît leur ville ? Ils sont eux-mêmes imbibés de clientélisme. Le clientélisme, c'est quoi ? Vous savez, le clientélisme, c'est l'épicier, quoi, chez lequel je me rends tous les jours et qui sait bien me servir et me donne de bons produits. Et bien, l'élu, c'est pareil. Et les gens ont pris cette habitude d'aller quémander un emploi public, d'aller quémander un logement social. Et puis ces gens-là, ils vont faire des enfants qui eux-mêmes vont aller quémander un service. Et tout ça, ça crée une clientèle affidée qui va évidemment pérenniser la position de certains politiques. Et c'est un échange de... Il y a le corrompu et le corrupteur, quoi. C'est malheureusement, c'est un problème à la fois moral, social...
qui réclament... c'est un problème de prise de conscience citoyenne. Le citoyen marseillais n'existe pas. Il existe ce qu'on appelle un vague peuple de Marseille, je ne sais pas très bien ce que c'est, et qui fonctionne avant tout par des prébendes, des services, des combines. Et c'est un peu le mauvais côté de Marseille qui pollue un peu son fonctionnement, son évolution. Le drame de la rue d'Aubagne, qui a fait 8 morts dans l'effondrement d'un immeuble frappé de péril mais toujours habité, semble avoir été le révélateur des dessous les plus sordides de la faillite du clientélisme marseillais. Je crois que ça a été la rue d'Aubagne, ça a été un électrochoc. Et moi, quand je me suis rendu sur place, j'ai encore en mémoire ce brave Marseillais qui avait traversé la ville, qui avait ce bon visage de joueur de boules du dimanche, et qui était là devant l'immeuble effondré, et lui-même était totalement effondré. Et ses yeux traduisaient une immense tristesse. Et il disait, mais c'est pas possible, une chose pareille ne peut pas arriver à Marseille. Donc pour lui, c'était du domaine de l'incompréhensible. Et ça, ce jour-là, je me suis dit, ah, ça c'est la fin de l'ère Gaudin. Voilà, ça se termine par ce drame qui a d'ailleurs beaucoup touché Jean-Claude Gaudin également. Et c'est vrai que c'est un peu la faillite de 25 ans de règne, quoi. Cette ville a été mal gérée au profit des intérêts de quelques-uns et au détriment des intérêts de beaucoup d'autres. Pourquoi le journalisme d'investigation, d'enquête, a-t-il autant de succès en librairie comme à la télévision d'ailleurs ? Je m'en rends compte beaucoup quand je rencontre mes lecteurs. Les gens viennent me voir. Certains ont lu plusieurs de mes livres, ce qui crée une sorte de clientèle, entre guillemets. Et ils viennent me voir en disant, vous savez, moi ce que j'aime dans vos livres, c'est que vous m'expliquez les choses. Les gens ont besoin de comprendre. Ils sont en quête de décodage. Ils veulent comprendre pourquoi un immeuble s'écroule rue d'Aubagne, faisant 8 morts, dans une ville qui est la deuxième ville de France. Et pourquoi des gens vivent dans un immeuble qui est complètement pourri, du sol au plafond. Voilà, il faut chaque fois aujourd'hui, compte tenu de la surmédiatisation des tragédies, trouver rapidement du décodage, de l'explication. Les gens, voilà, est-ce qu'ils ne se trouvent pas forcément dans l'information continue qu'on dévore tous les jours maintenant, hein, qu'il s'agisse de la télé, de la radio, mais c'est vrai que les chaînes continues créent ce besoin de décodage en fait, puisqu'ils surexposent un certain nombre de faits, et donc les gens veulent comprendre tout de suite ou assez rapidement, ou vont chercher des ouvrages qui vont leur expliquer que et puis ils se projettent aussi sur les grandes questions de société. Je pense par exemple au livre Les Fossoyeurs, hein, qui parle de justement des EHPAD et des gens qui vivent là-dedans, et ils ont révélé un certain nombre de dysfonctionnements. Et c'est vrai que les questions environnementales, les questions qui touchent à la vie de tous les jours, les grandes questions de société amènent forcément les gens à chercher des livres et des ouvrages, du travail journalistique qui apporte du décodage. Quel est votre rapport au sensationnel ? On a forcément, on est des journalistes, donc on a forcément... Enfin, moi, c'est ma façon de travailler, et donc j'ai un besoin de mise en scène. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit cet ouvrage, je revivais un certain nombre de faits. Parce que le journalisme d'investigation, c'est aussi le journalisme de terrain. Le journalisme de terrain, c'est être dans une situation où on éprouve un certain nombre de sensations. Quand on va, par exemple, sur un assassinat, quand on se retrouve pendant la guerre des cliniques, lors de cette fameuse séance du conseil municipal où Guillermier prend à partie le maire Robert Vigouroux sur ses connexions possibles avec Medellín. Je veux dire, il y a des moments forts. Et moi, j'ai vécu ces moments forts, et j'essaye de le restituer au lecteur.
Voilà, qu'ils vivent à travers moi un certain nombre de sensations pour comprendre certaines situations et en l'occurrence ici pour comprendre Marseille. On assiste souvent dans le débat actuel à la confrontation de plusieurs vérités. Comment vous y retrouvez-vous ? On essaye de s'en rapprocher tout en gardant un œil critique. Et quelquefois, on est amené à écrire un certain nombre de choses tout en ayant en tête une sorte de quelques contre-mesures sur ce qu'on vient d'écrire. En disant, bon, moi je pense que, mais c'est vrai qu'on peut penser autre chose. Et on fait toujours, on essaye de faire la part des choses, mais tout de même, on choisit une route. On choisit une route par rapport à une situation, par rapport à l'analyse de faits, de documents, et on essaye de s'y tenir. Mais ça n'empêche pas qu'on a soi-même quelques arrière-pensées, se disant, bon, c'est vrai que je pense ça, mais on peut penser autre chose.